Et bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 23 mars 2024. Le portrait de Machiavel avec Christopher S. Celenza. La jeunesse peu connue de Machiavel, la cité-État de Florence à l'époque de l'émergence de Machiavel, l'écriture et la communication à une époque moderne, même si la presse de Gutenberg était déjà en train de diffuser partout en Europe. L'écriture du prince et les discours de Tite-Live pendant l'exil de Machiavel. Euh, la comédie de la vie. Donc Machiavel le Tchad. Donc ça c'est une petite partie de la recension en l'honneur de Mathieu Lévesque et de la Troll Académie. Et finalement, des succès et des échecs politiques qui sont directement liés à l'histoire de Florence, à la fortune, qu'on appelle pas la fortune, la richesse, la fortune, la chance. Donc, malgré la richesse posthume, la gloire posthume, les écrits de Machiavel ont perduré dans le temps, sont devenus centraux pour beaucoup de gens sur la planète. Par exemple, Karl von Clausewitz, qui a écrit De la guerre, avait une copie euh, du Prince ou de l'Art de la guerre. En tout cas, il y avait un ou des livres de Machiavel dans sa pile de livres à lire pour écrire son livre sur la guerre. Donc, la semaine passée, j'ai fait back-à-back deux podcasts, Le canon, le navire et la plume. On a parlé donc des séries de guerres, de révolutions, la première grande guerre maritime. Là, je me suis dit, allons voir un penseur de la guerre. Allons voir la vraie histoire, l'histoire qu'on connaît de Machiavel pour aller continuer ce sillon-là. Puis la semaine prochaine, on s'en va à Rome durant l'Antiquité. Donc, on continue ce même voyage-là. Euh, donc, très important de mettre un like, partager le podcast pour nous aider à vaincre l'inquisition de sorciers. Je vous rappelle que le podcast est diffusé sur Twitter, YouTube et mon site web yanrojdi.com. 5$ par mois pour avoir accès à du contenu unique. Si vous avez un podcaster qui fait ce que je fais, envoyez-moi un lien. Je vais arrêter de faire mon travail, puis je vais écouter ces podcasts à la place. Donc, le portrait de Machiavel, enquête sur les origines du citoyen chrétien. Ça, c'est dans le fond, c'est euh, l'enquête globale, la série de podcasts que j'ai entamé après avoir fait une enquête sur l'État profond. Euh, donc, on parle de Renaissance. C'est quoi la Renaissance? C'est deux choses en général. Redécouverte de l'Antiquité. L'Antiquité pour eux autres gréco-romaine. Et redécouverte non, redécouverte et des expériences démocratiques. Le Moyen Âge, surtout la fin du Moyen Âge, était euh, un laboratoire où on a eu des expériences démocratiques diverses et variées, pas juste démocratiques, aristocratiques et monarchiques aussi. On a eu bien des expériences. C'était spécial. Et on parle en lien avec la Renaissance, donc du courant de l'humanisme, les studia humanitatis, donc et l'étude de l'homme, ce qu'on appelle nous autres les sciences humaines en 2024. Ça a débuté avec un courant humaniste durant la Renaissance chrétienne. On a vu la semaine passée donc que la pratique démocratique est intrinsèquement liée à la guerre et aux besoins de l'État, du gouvernement de taxer euh, pour pouvoir construire ses marines et ses armées gigantesques. Alors, parlant de la guerre, je me suis dit qu'on allait voir un des experts un des experts qui sont passés à l'histoire, donc Machiavel. Nous sommes en an de grâce 1512. Machiavel est un diplomate, un politicien actif à Florence durant la Renaissance. Sa ville est engouffrée dans la guerre, les politiques tumultueuses et les conspirations. La famille Medici,
ne prend pas part au gouvernement depuis 1494. Elle est en exil, la famille Medici. Mais, avec l'aide du roi d'Espagne, ils reprennent la ville de Florence. Le nom de Machiavel est trouvé sur une liste de conspirateurs anti-Medici potentiels. Ouh. Machiavelli est arrêté, emprisonné et soumis à la torture qu'on appelle le strappado. C'est quoi ça? C'est une forme de torture ingénieuse où vos mains sont attachées dans votre dos. On met une corde sur les deux mains, là. On vous hisse. On te lève du sol à partir de tes deux mains attachées dans le dos. Donc, ça fait déjà une pression assez inconfortable. Et là, quand t'es rendu proche du plafond avec la poulie, il te laisse tomber. Puis là, avant que tu touches le sol, il remet de la tension dans la corde. Fait que là, tout ton poids de ton corps doit être tenu sur le bout de tes bras qui sont attachés dans ton dos. Donc, ce truc-là peut te faire sortir, déboîter les épaules, là, sortir les articulations, là, en tout cas. Les bras peuvent sortir. Ouais, c'est ça. Le Machiavel a vécu le Strappado 6 fois pendant son incarcération. Giovanni de Medici, le fils de Lorenzo le Magnifique, était un cardinal à Rome depuis sa jeunesse, à 14 ans. En mars 1513, donc l'année pendant que Machiavel est en train de se faire torturer, Giovanni de Medici devient pape. Pendant les célébrations du nouveau pape à Florence, une amnistie générale est déclarée et Machiavel relâché sous condition de ne pas quitter le territoire pendant un an. Il se retire sur une fermette pour écrire Le Prince et le début des discours de Tite-Live pendant son exil. Chapitre 1. La Renaissance, conspiration et des feux de joie, bonfires. La jeunesse peu connue de Machiavel. Donc, il faut qu'on comprenne dès au départ, c'est qu'on n'est pas dans la modernité. On ne sera pas dans la modernité probablement jusqu'à peu près au 19e, 20e siècle. En passant, donc durant la Renaissance, parler de progressisme, ça fait toujours très sauter mes amis conservateurs. Parce que ces gens-là de la Renaissance n'étaient pas pantoute des progressistes. Donc, Machiavel est né en 1469 de Bernardo Machiavel et Bartolomea de Nelli. Son père, Bernardo, a un diplôme en droit. Il tient un ricordi. C'est donc en passant, si vous voulez laisser une trace dans votre vie, vous devriez instaurer cette tradition, avoir des archives familiales. C'est comme ça qu'on construit une famille souche. C'est comme ça qu'on transmet quelque chose à travers des générations. Sinon, tu fais juste transmettre ton code génétique. Donc, Ricordi, c'est un livre de mémoire de famille où est archivé des dates importantes d'événements. Par exemple, 1476, Machiavelli est envoyé à l'école grammairienne, Grammar School. Donc, l'école de grammaire, c'est la première école. C'est la petite école, l'école primaire. Il apprend le latin et le toscan. 1480, 4 ans plus tard, il fait l'abacus, qu'on appelle. Donc, ça, c'est le cours de maths de base pour devenir un marchand, un notaire, un assureur, un whatever, tu sais. Qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là. 1481, l'année suivante, il rentre en tutelle avec Paolo de Ronciglione, prof de latin. Donc, on sait via son enfance que Machiavel est un littératus.
Ça veut dire euh, il est bilingue. Toscan-latin, il parle couramment le latin. Ce qui fait qu'il se hisse au-dessus de la population normale. Parce que durant la Renaissance, durant le Moyen Âge, le latin, c'est une langue qui est très importante. Tu apprends le latin si tu veux être quelqu'un d'important dans la société. Tu es obligé. Plusieurs raisons. Que tu sois un érudit, que tu sois membre du clergé, que tu veuilles apprendre un métier, tu as besoin du latin. Tu as besoin du latin. Ensuite de ça, le latin, à cause de la décentralisation, c'est ce qui est resté après l'effondrement de l'Empire romain. Il a été repris le latin par l'Église catholique. Et finalement, quand on fait l'histoire des langues latines, on découvre donc qu'à la base du français, de l'espagnol et de l'italien, il y a le latin. Par exemple, au 10e siècle, on a la première forme d'italien moderne. 13e siècle, première poésie italienne. 14e siècle, on arrive au siècle de Dante, la comédie divine, la divine comédie. Donc après 2 siècles après sa composition, durant la vie de Machiavel, dans les années 1520, les penseurs italiens ont désiré construire des règles de grammaire et de vocabulaire pour la langue italienne. Ils ont pris parmi différents dialectes italiens, ils ont choisi le dialecte toscan. Le langage de la Divine Comédie de Dante comme leur base pour construire l'italien moderne. Donc un peu comme l'Académie française, les Italiens, plusieurs siècles avant, ont décidé de construire un italien, un common italien, un italien commun. Donc, de Hope, c'est l'espoir de ces experts de la langue était de façonner l'italien d'une telle manière que ça serait vu comme une langue appropriée pour des travaux sérieux de littérature, d'histoire et de philosophie. Donc, c'est très intéressant d'apprendre comment certaines langues modernes ont été construites chronologiquement dans le temps. Machiavel sait que le latin est mieux vu. Il est dans ce monde-là. Donc, il sait que pour atteindre son niveau, il faut minimalement connaître le latin. Mais il choisit d'écrire en italien, en toscan, Le Prince. Mais, gardez en tête que Le Prince et la plupart de ses livres ne seront jamais publiés. Donc, avec une presse ou ils ne seront jamais publiés avec une presse de son vivant. Donc, édité et publié par un éditeur pour distribuer au grand public. Les œuvres de Machiavel n'étaient pas faites pour ça. Donc, nous sommes dans le monde prémoderne où les manuscrits s'échangent sous le manteau qu'on appelle. Donc, on se passe des livres d'amis en amis. Les livres sont très rares encore. La plupart des livres manuscrits sont retranscrits à la main. C'est le début du nouveau monde. L'imprimerie vient d'arriver. Le latin est encore la langue de l'Église et c'est pour ça que l'Église domine, l'Église catholique romaine. Parce que si le latin perd en utilité, c'est une menace à l'Église catholique romaine. En même temps, c'est ce qui a permis la reconstruction européenne parce que la décentralisation opérée au Moyen Âge par l'Église catholique romaine
a permis donc le laboratoire d'idées et de structures sociales, politiques pour permettre une renaissance démocratique. Les cités-États du Moyen Âge et de la Renaissance deviennent peu à peu des centres d'apprentissage. On va avoir des manuels de langue, des manuels scolaires pour apprendre le latin qui vont être distribués par l'Église en latin pour les chrétiens. 13e siècle, première université à Paris. Ensuite de ça, Oxford, Bologne, Salerno, Naples. Après ça, le siècle suivant, partout en Europe. Euh, Quand on va à l'université, à l'époque prémoderne, on n'a pas de division sciences humaines. Ça a été inventé au 19e siècle en Allemagne. J'en ai déjà parlé dans un des podcasts du dernier mois. Ce qu'on étudie, c'est en premier lieu le baccalaureus artium, donc le baccalauréat. Ça implique jusqu'à 6 ans d'études de grammaire et de logique. Donc, tu étudies ta langue, tu étudies la logique, probablement un peu de géométrie aussi, grossièrement. Et là, après ça, après ton baccalauréus, tu choisis euh, une spécialité théologie, médecine, droit. Il n'y a pas de spécialité philosophie avant la fin de la Renaissance. Et il n'y aura pas de cette mode ne sera pas partout dans les universités avant le 19e, 20e siècle via la nouvelle division des Allemands que j'ai parlé il y a quelques secondes. 14e siècle, augmentation des universités partout, toujours très conservateur par contre les universités, au niveau de la méthodologie des apprentissages, le latin, quel latin on apprenait. Ça, c'est un gros débat. Les langues et la Renaissance, c'est toujours lié. Hein? C'est le début de la philologie et on réinterprète beaucoup d'œuvres, notamment la Bible. Ça fait des gros débats. Et donc, il y a un latin parfait. Le latin de Cicéron. Mais le latin de Cicéron, c'est le latin de fin de l'Empire. Et il n'était pas pratiqué de manière verbale, orale. Donc, on avait mal compris comment se situait le latin dans la vie des Romains pendant plus d'un millénaire. C'est intéressant. Donc, ils ont réappris tout ça avec l'aide de Pétrarque, le premier penseur humaniste, qui arrive et débute le mouvement humaniste, redécouverte de l'Antiquité romaine latine. Tu vas avoir Boccaccio qui va suivre. Et on a les trois grands auteurs du début de la Renaissance italienne, Boccaccio, Dante et Pétrarque. Première vague humaniste, c'était surtout des chasseurs de livres, des chasseurs de textes anciens. Et ils ont entamé, débroussaillé le début de la philologie moderne. C'est quoi la philologie moderne? C'est faire comprendre, interpréter, comprendre un texte dans sa situation physique. Le texte qui était retranscrit, dont j'ai le manuscrit devant moi, n'est pas parfait. C'est pas la parole de l'auteur comme il voulait l'écrire, parce qu'il y a des erreurs de transcription, il y a des fraudes, des faux documents. Il y a plusieurs éditions. Donc, l'auteur lui-même peut avoir commis plusieurs éditions différentes, puis on a la première édition et non pas la dernière. Donc, il faut faire de l'interprétation de langue, de vieilles langues, et faire des filiations d'édition. Pétrarque va être un des premiers à faire ça. Il va prendre les ensembles de textes et il va rassembler le texte le plus valide à travers les plusieurs copies physiques qu'il va avoir dans son archive. Donc, mettre en contexte des textes historiques. 15e siècle,
On a les premières histoires, qu'on va dire, modernes du latin ancien. Donc les gens commencent à comprendre quel était le latin parlé à l'époque. Grâce notamment à deux textes. Un texte de Cicéron qui vient d'être trouvé en 1420. Un texte de Quintilien. Cicéron, le texte, c'est un texte sur Brutus qui parle du niveau des orateurs à Rome durant son époque. Donc, il parle de la langue latine telle qu'elle est parlée et il fait des barèmes qui s'expriment le mieux avec les orateurs. Ça, c'est un exemple. Deuxième texte qui vient d'être découvert, un manuel scolaire de Quintilien qui est utilisé pour les enfants qui apprennent le latin à l'époque romaine. Très intéressant. 1481, Machiavel, donc on retourne chez Machiavel. Il est en tutelle, il est chez un tuteur, son prof de latin. On n'a pas de nouvelles de Machiavel entre 1481 et 1498. Donc, probablement pendant qu'il est chez son tuteur, ses premières jobs, on n'a pas de traces de Machiavel. À cette époque-là, fin du 15e siècle, Florence est une des rares républiques en Europe. C'est une cité-État italienne. Les cités-États à la fin du Moyen Âge, donc mettons, on va dire du 12e au 14e siècle, on a les cités-États qui sont surpuissantes. Ils se créent des mini-empires autour d'elles, mais il se passe quelque chose d'autre à la fin du Moyen Âge. C'est le début des monarchies absolutistes qui sont capables de créer des super-États, hein, comme la France, comme le Holy Roman Empire, comme la Russie, la Russie c'est un petit peu plus tard, je m'excuse, comme l'Angleterre, comme l'Espagne. La cité-État peu à peu va se fragiliser face aux menaces extérieures. Ces cités-États-là, en plus, sont incapables de s'allier entre elles. Donc, un système d'alliances précaires avec des invasions étrangères impliquées. Les cités-États les plus connus que vous avez probablement entendu dans les séries sur les Borgia et les Medici. Venise, Milan, les États papaux, Naples, Florence. À Florence, donc je disais, c'est une république. C'est pas une république où il y a le suffrage universel. C'est une république où les mâles propriétaires pendant X années peuvent participer au gouvernement. Le gouvernement siège au Palazzo Vecchio. C'est un petit palais. 24 membres sont élus et siègent pendant 2 mois. Et il y a ce qu'on appelle un gonfaloniere. Ça, c'est le porteur de drapeau en chef qui représente un peu l'équivalent du maire. À Florence, comme un peu partout en Italie, il y a beaucoup d'intrigues. Quand la ville est attaquée de l'extérieur, on évoque à Florence la libertà. La liberté, le freedom, pour défendre la Respublica, la République. Mais évidemment, c'est la République des aristocrates. Vous aurez compris. 15e siècle, c'est aussi augmentation, concentration de la richesse et de la puissance politique, surtout dans la famille Medici. À partir de 1430 et plus. Donc au début du 15e siècle, on a Cosimo de Medici qui retourne à Florence en 1434 après un an d'exil. 1439, il construit une église dans une tentative pour réunir les deux schismes de l'église chrétienne, le schisme oriental et occidental, donc l'orthodoxie et le catholicisme. Donc ça, c'est un exemple de
euh, comment les aristocrates, les nobles, veulent acheter de la légitimité en construisant des monuments. Donc le 15e siècle, c'est l'âge des Médicis à Florence. À chaque décennie, cette opulence des Médicis est attaquée. On a des coups politiques, on a des conspirations à chaque décennie. Les Médicis sont perçus comme étant une pseudo-noblesse parce que c'est une république à Florence. Donc, les gens perçoivent souvent les Médicis comme étant des petits tyrans qui font des festivals publics pour s'acheter des votes, qui mettent en valeur les membres de leur famille, du népotisme, et qui ont un goût particulier pour l'opulence publique. Spécialement sous le règne de Lorenzo le Magnifique, petit-fils de Cosimo de' Medici. Donc, Lorenzo devient pater patriarche en 1469. Il avait 20 ans. Lorenzo le Magnifique reconstruit l'université de Florence en 1473. Il va chercher les meilleurs profs de droit. Il les embauche et les envoie à Pise. À Florence, on va avoir le campus des humanités où on va embaucher la superstar Angelo Polidiano. Et 5 ans plus tard, la conspiration de Pazzo. C'était planifié un dimanche, le 26 avril 1478. Le dimanche avant le jour de l'Ascension. Le fait que les conspirateurs avaient planifié les événements peu avant le festin durant le jour de commémoration de l'Ascension du Christ dans les cieux c'est prouvé un fait véritablement ironique. S'ils avaient réussi à 100% leur plan. Qui a écrit ça? Angelo Polidiano. Donc le super prof des humanités à Florence a écrit un texte pour faire compte de cette histoire de la conspiration des Pazzi. J'ai dit Pazzo, mais c'est Pazzi. La conspiration des Pazzi qui visait Lorenzo le Magnifique et son frère. Donc le prêtre lève le calice à la fin de la cérémonie. During the most solemn moment of the mass. Et là, un des membres de la famille Pazzi se lève. Francesco, aidé d'un de ses amis conspirateurs, Bernardo Bandini. Plusieurs autres se lèvent. Ils entourent le frère de Lorenzo, Giuliano. Et là, Bernardo frappe Francesco envahi de colère. Frappe aussi Giuliano plusieurs fois. D'autres personnes attaquent Lorenzo, mais Lorenzo s'enfuit. Réussit à s'échapper avec seulement quelques blessures légères. Il passe en retraite dans la sacristie avec l'aide d'un de ses amis qui va mourir en protégeant Lorenzo. Donc ça, c'est Angelo Polidiano qui a raconté ça dans son texte parce qu'il était témoin des événements. Donc c'est pour dire à quel point il se passait pas mal de choses à l'époque de Machiavel. Les conspirateurs surestiment le sentiment anti-Medici. Ils tentent d'occuper le Palazzo Vecchio. Les citoyens vont évidemment se soulever contre ces conspirateurs. Jacopo dei Poggi sera pendu aux fenêtres du Palazzo Vecchio.
Ils vont mener le cardinal qui est responsable de la conspiration dans l'église, dans le lieu où il y a eu la conspiration de Patty. Donc le cardinal est captif. Raffaele Riarto. Riargo? Riarto? Riarlo? En tout cas. Ils se rendent au Palazzo avec une large foule, avec beaucoup de difficultés pour protéger le cardinal. Tous ceux qui étaient autour du cardinal vont être attaqués par la foule en délire. La plupart tués par la foule. All torn apart. Their body. Je pense que j'ai fait de Their bodies mangled cruelly in front of Lorenzo's door. Donc, ils paradent les corps des suivants du cardinal devant les portes de la maison de Lorenzo. Quelqu'un amène une tête qui est sur un pic, sur une lance. Quelqu'un d'autre amène un épaule des amis, des protecteurs, des suivants du cardinal qui a trahi la famille Medici. À la même fenêtre que Francesco Patti sera pendu, on va pendre aussi l'évêque de Pise directement par-dessus le corps, à la même place où il y a le corps de Patti qui est déjà pendu. Ils vont pendre l'évêque, et là l'évêque, la rumeur veut que l'évêque, pour essayer de se sauver, il a mordu le cadavre de Francesco Patti. C'est absolument... c'est un récit qui est fou. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on se rend compte. C'est ce qui arrive quand il n'y a plus d'ordre. Donc c'est ce qu'on appelle la justice rétributive. Œil pour œil, dent pour dent. Giuliano, frère de Lorenzo le Magnifique, 25 ans, 19 fois poignardé. Il meurt directement sur place. Et en échange, on va pendre et mutiler pas juste quelques personnes, mais probablement quelques dizaines de personnes. Et là, c'est pas fini l'histoire. C'est pas fini, juste pour dire à quel point ça part en couille très rapidement quand il y a quelque chose qui se passe à cette époque-là. Donc, on pense que c'est terminé. On enterre Francesco Patti dans les murs de Florence. Et là, il y a des pluies inhabituelles qui commencent. Alors là, la population commence à blâmer la conspiration de Patti. Et donc, on, on va déterrer le cadavre de Jacopo Patti et le réenterrer en dehors des murs de la ville de Florence. Et là, il y a des enfants qui vont apprendre que Patti est enterré quelque part. Ils s'en vont le déterrer. Ils vont le parader dans les rues de Florence, le cadavre. Ils vont le mutiler. Ils vont couper la tête. Ils vont jouer au ballon avec la tête du cadavre de Jacopo Patti. Juste pour dire à quel point c'est malade mental ce qui se passe à cette époque-là. Donc, le texte de Polidiano copie un style ancien. Donc, il y a un petit peu... C'est pas un récit de journaliste objectif. Il copie le modèle du texte parlant d'une conspiration qui a été écrit par un auteur de la Rome antique, Salluste. Donc, c'est la conspiration de Catiline. Donc, faut comprendre que souvent à cette époque-là, c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est exactement arrivé mot pour mot nécessairement. Il y a souvent des styles, il y a souvent des emprunts, il y a souvent des formats. Donc souvent, tu penses que tu lis quelque chose qui serait un article de journaliste, ou de sociologue ou d'anthropologue. En fait, c'est plutôt 70% proche de ce que tu viens de dire, mais il y a un 30% de romanesque, de
style épique, de poésie, peu importe, il y a un style. Donc ces conspirations-là, ça nous fait montre de quelque chose, d'un phénomène important quand on a une époque de type médiéval, comme dans laquelle nous sommes en train de retourner. Donc, quand on retourne vers les Dark Ages, quand on revient vers la décentralisation, il y a beaucoup de conspirations. Les conspirations, à presque 100%, c'est soit du kinship ou des factions politiques ou des sectes. Donc, le kinship, c'est des liens de sang. Ça amène au vendetta. Les factions politiques, comme on a présentement, ça mène à la violence sur la voie publique comme quelque chose de routinier. C'est œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que pour Machiavel, pendre, écarteler, brûler quelqu'un, c'était courant. Dès sa jeunesse, il va assister à des exécutions publiques. Malgré tout, c'est une époque qui est aussi progressiste, notamment à l'université. Même si c'est une époque avec beaucoup de superstitions à cause de la décentralisation. Lorenzo le Magnifique, en passant mentionné dans le livre des courtisans de Castiglione, j'en ai déjà parlé. Lorenzo le Magnifique, en fait, c'est l'exemple du courtisan de Castiglione. Avec le sprezzatura, qui veut dire une attitude envers la vie qui inclut, donc un genre de perspective, une vision de la vie qui inclut l'intelligence, la grâce physique et un sens. Non, pas un sens. En anglais, c'est a sense, mais en français, on va dire. Et une manière de faire, une manière de s'exécuter qui laisse paraître que tout ce que tu fais est facile. Vous connaissez hein, des gens comme ça. Lorenzo le Magnifique va mourir en 1492. Tout s'effondre après la mort de Lorenzo le Magnifique. Son fils, qui s'appelle... J'ai mal écrit ça. Piero de Medici est incapable de tenir les rênes que son père tenait. En 1494, on va avoir deux choses qui vont arriver. Premièrement, les Français vont envahir Florence et un prêtre dominicain va émerger de la Popolo en Florence. C'est un prêtre dominicain qui vient de Ferrara, en Italie. Il s'appelle Girolamo Savonarola. Il débute sa carrière, sa courte ascension au sommet d'une révolution anti-Medici. Donc, Lorenzo meurt. Il y a un petit peu d'instabilité à Florence. Et là, un prêtre anti-Medici commence à faire des shows populistes. Parce que des prêtres qui font des sermons publics, c'est un peu la version de la Renaissance du mass entertainment, du divertissement de masse. Donc, on avait le pain et les jeux durant la Rome antique. Durant la Renaissance, on allait à l'église pour aller voir le showman de l'heure, le prêtre Savonarole. Savonarole, c'est ça, j'ai bien dit. Qui preachait contre la corruption des clercs, contre la consommation de masse, contre l'art trop sensuel, excessivement sensuel et non chrétien, avec des thèmes non chrétiens, des prêches contre la littérature païenne qui était aimée par les penseurs humanistes de l'époque. Et Savonarola va instaurer une nouvelle fête, Bonfire of the Vanities. Donc on va faire une pile de linge de carnaval,
de livres profanes et d'objets d'art de toutes sortes pour les brûler parce que c'est pas correct pour notre Dieu. Savonarola va convaincre le roi Charles, le roi français, de repartir chez eux. Et là, Savonarola va devenir le boss de Florence. Il va y avoir des sectateurs. On va appeler les suivants de Savonarola des frateschi, ceux qui adhèrent aux moines, aux friars, aux friate. On va aussi les appeler des piagnoni, des chialeux, des whiners. On va inviter Savonarola à Rome. On va lui proposer un titre de cardinal. Il va refuser parce que Savonarola se prend pour un prophète. Et là, ça va le mener vers sa déchéance très rapidement. Il sera abandonné un après l'autre par le peuple, les oligarques locaux et le pape, excommunié en 1498, quelques années à peine après son ascension. Il sera arrêté, torturé, il va se confesser de ses fausses prophéties, puis se rétracter, puis se reconfesser sous la torture encore une fois, emprisonné au Palazzo Vecchio, brûlé vif. C'est l'histoire de Savonarola. Donc, j'espère que vous avez apprécié la version gratuite du podcast. Si c'est la fin, c'est parce que vous n'avez pas payé 5$ par mois. Sinon, il reste encore 7 autres chapitres pour le portrait de Machiavel. C'est toute une histoire. Sérieusement, là, c'est toute une histoire. Chapitre 2. Des hauts et des bas. L'émergence de Machiavel. Après Savonarola, on a un nouveau boss. Machiavelli, A Portrait de Christopher S. Celenza. Dernière occasion pour faire un petit like, partager le podcast, envoyer un super chat. Très important de m'aider à poursuivre mon travail en vous inscrivant sur mon site web, yanrochdy.com, permettre d'accéder à mon contenu unique au Québec. J'ai aussi mon infolettre Substack, yanrochdy.substack.com. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Vous avez ici le bouton se joindre. Après ça, vous allez dans l'onglet communauté, onglet abonnement, vous allez avoir tous les podcasts ici qui sont pour membres seulement. Ensuite de ça, vous pouvez m'aider via Give&Go, par virement, Interact, par Bitcoin. Tous les liens sont dans la description du vidéo, dans le bas de l'écran. Sans vous, je ne peux pas produire chaque semaine plus de 10 heures de podcast unique au Québec. De ce temps-ci, je fais pas beaucoup d'actualité parce qu'il y a de la censure pas mal sur YouTube. Je suis en train je veux plus en faire avec Mathieu Lévesque, l'actualité. Puis, si on fait quelque chose à Lux Media, sinon sur ma chaîne YouTube, je vais plus me tenir tranquille, surtout au niveau de la COVID, la Russie et les élections qui s'en viennent, parce que j'ai déjà eu un strike. Donc, pendant 3 mois, ça va pas bien. Je suis toujours dans le rouge financièrement. Je dois, rendu ici, je pense que je dois 150$ en argent prêté là, récemment. Donc, je suis dans le rouge. J'ai besoin de votre aide, cher Patricien. On se voit la semaine prochaine. Je vais vous faire une émission sur la société romaine. Je ne sais pas si je vais le faire vers mercredi, vendredi ou samedi. Je sais qu'avec Troll Academy, on va être samedi. Sinon, on va se voir dimanche pour la société romaine. Je ne sais pas si je vais faire un podcast pendant la semaine. Bonne semaine.